Bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents dans ce troisième épisode de digitalisation de la fonction finance en partenariat avec Ratechnologie et la DFCG. Donc, je vous rappelle un peu le concept de cette masterclass, c'est de vous faire partager et visiter avec nous ce qui se fait de mieux en matière de technologie up-to-date sur 8 domaines. Le cash management, le financement, la dématérialisation, les moyens de paiement, la cyber, le legal tech et le décisionnel. Aujourd'hui, on a déjà couvert donc, dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, le cash management, après un épisode introductif. Et aujourd'hui, nous allons attaquer comme tendance le décisionnel. Alors, le décisionnel, on part bien effectivement de la grande tendance qui est d'une analyse a posteriori, ça c'était avant, à aujourd'hui du prédictif, nourri par la data et évidemment l'IA et le big data. C'est ce que vont nous expliquer aujourd'hui nos start-upers. Et il faut bien comprendre aussi que cette data, c'est la résultante du passage d'une finance d'expertise à une finance collaborative. Puisqu'avant, la finance et la data de la finance n'étaient détenues que par des sachants, différents points d'entrée, alors qu'aujourd'hui, la data est partagée par tous les participants de l'écosystème. Voilà pourquoi, quelle que soit la tendance, que ce soit sur le cash management, le financement ou, comme on va voir aujourd'hui, le décisionnel, c'est bien ce grand mouvement de partage de data collaborative qui nourrit cette tendance. Je vais laisser Cédric, donc, de la DFCG, nous contextualiser, vu d'un directeur financier, notre webinaire d'aujourd'hui. Et après, on donnera la parole à Julien, qui présentera nos start-upers. À toi, Cédric. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais être relativement court sur ce sujet du décisionnel. Un décisionnel qui renvoie à deux axes majeurs, évoqués en l'occurrence par Jean-Louis. Un enjeu de prévisionnel. On a aujourd'hui, on voit au travers de la crise de la Covid-19 des enjeux liés à la scénarisation, à un retour à des budgets base zéro et à la nécessité de scénariser et de pouvoir gérer de manière la plus agile et la plus flexible possible les budgets. Alors, on le verra dans les présentations d'ailleurs de nos deux start-upers, ces enjeux qui sont ces enjeux de prévisionnel au travers de la maîtrise de la data. Et puis, au cœur du décisionnel et du pur décisionnel, il y a évidemment le pilotage et l'optimisation et la valorisation de la data. Le décisionnel sort du prévisionnel au sens de la construction de tableaux de bord et de tableaux de pilotage de la performance et le choix d'indicateurs qui doivent être de plus en plus pertinents. Jean-Louis l'a dit, on l'a vécu avec la dernière crise financière, avant cette crise de la Covid-19. On remettait en question le rôle des DAF et plus spécifiquement le rôle des contrôleurs de gestion. À savoir que, est-ce qu'on va passer d'ailleurs d'une théorie à la réalité encore demain, parce que à la suite de la crise financière, on s'est aperçu que les choses n'avaient pas nécessairement changé et qu'on est trop dans l'expertise et notamment trop dans la maîtrise du chiffre et dans la volonté de dégager du chiffre et non pas de l'analyse et donc de la pertinence. Et on va devoir passer de cette logique de pertinence, d'accompagnement, de maîtrise de la data pour éclairer et renforcer le rôle de business partner, d'accompagnement à la stratégie du management et à l'accompagnement des opérationnels. Donc, c'est véritablement des constats qui avaient été faits après, comme je l'ai dit, la dernière crise financière. C'est encore un constat qui est fait dans les études PwC ou autres aujourd'hui dans le rôle que doit tenir au travers des outils décisionnels, mais pas que. Et ce sera mon dernier point avant de donner la parole aux start-upers, c'est cet enjeu du contributif et du collaboratif qui véritablement doit changer.
J'ai eu le plaisir de faire un article récemment dans DAFMAG qui était de dire la transformation digitale doit s'accompagner d'une transformation managériale sur ces enjeux du contributif et du collaboratif et donc du partage de la data. Il est clair aujourd'hui qu'on est dans des démarches de plus en plus bottom-up, de plus en plus participatives dans le pilotage de la performance. Voilà. Merci Cédric pour ce partage de ta vision en tant que président de la DFCG. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Julien qui va nous présenter l'incubateur Folk et Amalia et OpenTime, nos deux fintech qui vont nous présenter aujourd'hui leur activité. Juste avant, pour rappel, donc merci d'avoir coupé vos micros à tous. Tout comme les précédents webinaires, on vous proposera un temps d'échange de questions-réponses à la fin des présentations de Amalia et OpenTime. Donc voilà, justement, Julien, si tu peux nous les présenter. Oui, bonjour à tous. Déjà, bonne année à tous. Je vous souhaite une année 2021 certainement meilleure que ce qui a été 2020. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour vous présenter en quelques mots Euratechnologies, parce que, in fine, toutes les startups qu'on vous présente et qu'on vous présentera sur les prochains webinaires sont issues des différents programmes d'Euratechnologies. Je pense que c'est important que vous sachiez exactement qui on est et ce qu'on fait. Donc, Euratechnologies, c'est un des principaux écosystèmes tech en France et en Europe. On a été créé il y a plus de 10 ans. On a constitué un campus qui représente à peu près 100 000 mètres carrés de bureaux et d'espaces de cowork, sur lequel on a à peu près 5 000 personnes qui travaillent et 300 entreprises. Et on intègre donc sur cet espace des grandes entreprises comme IBM et Capgemini, des laboratoires de recherche, l'INRIA et le CEA par exemple. Plein de startups très hétérogènes en termes de niveau de maturité et de marché adressé, pour lesquels on a des programmes d'accompagnement donc qui vont du très early stage, pré-création, jusqu'à de l'accélération et de la projection internationale. Et enfin, on est un centre de formation pour permettre en fait de susciter des vocations entrepreneuriales, de former des gens qui vont bosser dans les startups qu'on accompagne, et enfin permettre à des personnes dont le métier a été rendu obsolète par la transformation digitale et le contexte actuel de se réinsérer dans le marché de l'emploi. On a décidé il y a quelques temps de verticaliser nos offres d'accompagnement et on a créé un nouveau programme il y a 2 ans qui s'appelle FALC, qui est un acronyme pour Finance, Assurance, Légale et Cybersécurité, qu'on a créé en partenariat avec des sponsors privés qui nous permet en fait de coupler notre capacité d'accompagnement à Euratech et la force de notre écosystème avec des expertises métiers qui sont apportées par nos partenaires. Donc, on travaille avec le Crédit Agricole, BPCE Natixis, le Barreau de Lille, l'EDEC, la Cato, l'ICSAD qui est l'école des avocats, la Chambre des notaires, la Chambre des huissiers et à partir de cette année, la Chambre des experts comptables. Et voilà. Et on permet à des startups d'émerger en leur offrant un programme d'incubation qui dure à peu près 12 mois. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 2 startups, Amalia et OpenTime. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elles font parce que je pense que c'est les fondateurs qui sont présents aujourd'hui et qui vous expliqueront de manière très efficace leur proposition de valeur. Il n'empêche que toutes ces 2 startups vont vous permettre, à mon sens, par leur offre très novatrice, de gagner en efficacité opérationnelle. Ce qui se matérialise en fait par 2 choses, selon moi. Déjà, une meilleur résultat de votre entreprise et aussi une meilleure cohésion des équipes parce qu'un pilotage plus efficace. Donc, je vais laisser la parole aux 2 fondateurs. Je pense que c'est Maxime, effectivement, Maxime qui commence. Qui va démarrer, exactement. tout à fait, sans plus tarder. Donc, Merci Maxime, beaucoup. on te laisse reprendre la main. Merci, Julien. C'est ça, Maxime. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Continuer. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran. Parfait. Donc, Amalia. Donc, je suis Maxime Grandjean, CEO et cofondateur d'Amalia.io. Notre solution a l'ambition d'aligner la finance et les ventes, ni plus ni moins, au travers d'une meilleure connexion avec tout votre environnement de données. Donc, comme disait Bonaparte,
un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Donc voici une petite animation toute simple hein, qui illustre bien ce qu'on va mettre en musique grâce à Amalia. En l'occurrence, on met en musique des CRM, des ERP pour tout ce qui est pilotage des forces commerciales, des données commerciales. On met en musique aussi la facturation, l'encaissement pour ces sujets-là. Et puis, bien sûr, la paie, on va le voir dans un instant, puisque notre premier sujet pour aligner les finances et les forces commerciales, c'est d'aider sur la gestion des rémunérations variables. Vous savez que les forces commerciales sont très majoritairement rémunérées avec du variable et les calculs relatifs peuvent être complexes, d'une certaine complexité, s'appuyer sur un certain nombre d'indicateurs de performance. Et donc, une machine comme Amalia permet de remplacer les complexités, les limites d'un outil comme Excel pour faire ce genre de choses. Et donc, en quelques mots, on va vous aider à automatiser tous vos calculs, quelle que soit la complexité des rémunérations variables. On va de fait économiser énormément de temps à vos collaborateurs puisque tout sera automatisé et il n'y aura pas besoin de reboucler sur des circuits de validation complexes en fin de période et il y a une possibilité du coup d'avoir de la vue en temps réel. Et cette vue en temps réel, eh ben, elle permet aux forces commerciales d'avoir un bien meilleur engagement puisque au lieu d'avoir la réponse de combien elles vont toucher à la fin des calculs de l'équipe financière, à la fin de la période, elles peuvent l'avoir au fur et à mesure et interagir sur un outil collaboratif directement. Du coup, je vais récapituler rapidement de manière assez concrète la proposition de valeur avec un zoom évidemment finance et RH. Donc, les avantages d'une solution comme Amalia, c'est que vous allez pouvoir avoir une véritable certification de votre procédure des calculs des variables. Ce n'est plus calculé par un collègue dans un département sur un fichier Excel avec les risques d'erreur et donc les risques de débat sur la fiabilité de l'information. C'est fait par une entreprise qui est spécialisée là-dessus. On a des équipes qui vont faire des audits en onboarding et qui vont faire en sorte que vous ayez des informations qui soient fiabilisées. On a vraiment un enjeu de résultat pour nos clients. Et donc ça apporte une certification intéressante pour toute l'organisation que vous avez. L'autre point, c'est qu'on va pouvoir agréger plein de sources de données, on l'a vu, mais du coup, si jamais vous avez un modèle qui vient se baser soit sur la marge, soit sur de l'encaissement ou du facturé pour ensuite déployer les variables des commerciaux, comme on agrège à la fois toutes les données financières et commerciales, on va pouvoir faire ce travail de réconciliation. Autre point intéressant qu'on n'aura pas sur un fichier Excel, ce sont les rôles et les accès différenciés. On sait qui va accéder à quel endroit, on a la traçabilité de ces accès et on peut limiter évidemment le périmètre des informations qu'ils ont. Important aussi les aspects de simulation, de suivi et de reporting. Alors là, on est plus sur du décisionnel justement, mais c'est comment est-ce que demain, si je crée une nouvelle politique de rémunération variable sur une équipe donnée, je peux vérifier que c'est cohérent par rapport à mon business plan que j'avais prévu ou mon budget. Et pareil, comment est-ce que je le suis au quotidien et comment est-ce que je le reporte sur du passé en disant, voilà, je veux voir ce qui s'était passé sur l'année précédente et sur tel KPI, sur telle équipe. On va le voir dans un instant. Les calculs sont bien sûr automatisés. Vous avez une vue en temps réel. C'est collaboratif et la bonne illustration du collaboratif, elle se passe souvent dans les ajustements parce que c'est bien beau la théorie du plan de commissionnement, c'est bien beau la gestion et les calculs, mais la vraie vie, c'est que 3/4 des fiches de primes nécessitent au moins un ajustement. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté sur nos 15 clients de manière statistique. Et les ajustements, ça peut être de plein de nature, soit une date qui n'est pas bonne, soit un montant qui n'est pas bon et qui génère une discussion avec le commercial. Et donc, sur Amalia, vous allez pouvoir avoir une information qui est contextualisée, on va le voir dans un instant, et qui permet aussi de la traçabilité, qui a fait quelle modification à quel niveau. Enfin, les procédures de validation multiniveau. Si jamais les managers valident les fiches de primes avant d'envoyer à la partie paie, c'est tout à fait compatible avec Amalia et on permet du coup d'avoir plusieurs niveaux de validation. Et pour ceux qui ont
une configuration internationale, on va gérer de manière native le multidevise, qui peut être une véritable tannée sur Excel à intégrer si vous avez un commercial, un deal ou même la monnaie utilisée dans le groupe qui sont différents. Il faut pouvoir le gérer de manière transparente et encore une fois certifié par un tiers pour que ce soit neutre et qu'il n'y ait pas de perdants ou de gagnants, que ce soit juste le bon cours. Donc voilà, sur les enjeux de data, sachez que voilà, on a des API, on se connecte aux API évidemment des fournisseurs de données qui sont importants pour votre calcul. On va permettre du prédictif et de la replanification et on va se synchroniser avec toute ce qu'on appelle stack data dans le jargon des start-upers, mais qui donc votre CRM, votre BI, votre SIRH, quels que soient les éléments dont vous avez. Et enfin, dernier point, c'est important de comprendre que nous, on est évolutif. On a un enjeu de résultat pour vous. Donc, si jamais il y a besoin de faire des modifications et d'intégrer des fonctionnalités additionnelles pour répondre aux calculs que vous avez, on va, avec notre équipe technique et produit, mettre en place les solutions qu'il faut parce qu'on veut vraiment vous accompagner, quelle que soit la complexité de votre plan et la spécificité. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'aller voir Amalia tourner en vrai. On va se mettre dans la peau d'un contrôleur de gestion ou d'un responsable de paie qui veut, en fin de période, valider les montants pour envoyer à la paie, justement. Donc, on choisit Q4 puisqu'on est des premières quinzaines de janvier, donc Q4 est révolu et on veut du coup valider. Alors, là, j'ai une vue globale. Donc, on parlait de KPI et de suivi de performance. On voit déjà en un instant ceux qui sont en train de performer ou pas. Et on va prendre une équipe particulière, on va dire les French Account Executives, par exemple. Là, ça me permet de zoomer là-dessus. Je vois en un clin d'œil les KPI qui sont importants pour cette équipe-là. Et je vois ceux qui ont performé et ceux qui ont moins performé. En l'occurrence, ils ont une équipe de très bons performants puisqu'ils ont tous dépassé les 100% d'objectifs. Donc, leurs jauges sont pleines. Mais voilà, ça permet en un clin d'œil pour les managers, pour les administrateurs, déjà d'avoir une vue en temps réel sur ce qui se passe sur leurs équipes. On voit que le relevé de Rachel a été validé, mais par contre, Trevor n'a pas encore été validé puisqu'il n'y a pas le liseré jaune. Donc, on va aller voir Trevor pour le valider parce qu'on veut l'envoyer à la paie. Alors là, bienvenue sur le relevé de la fiche de prime de Trevor. Donc, ça, c'est accessible évidemment par lui-même, Trevor, par son manager et par moi en tant qu'administrateur. Là, je vais regarder pourquoi est-ce que c'est pas validé. On peut commenter, donc c'est là où l'aspect collaboratif intervient sur cette petite icône de commentaire qui d'ailleurs se retrouve à n'importe quel data point, on va le voir dans un instant. On peut échanger de manière contextuelle. Donc là, j'échange sur le relevé en général et je lui ai dit est-ce que tout est OK pour toi et il ne m'a pas répondu. Donc en fait, là, c'est bloqué parce que j'attends son retour tout simplement, mais il va le faire dans un instant puisqu'il a reçu une notification le mentionnant qu'il y avait eu un commentaire. Je vais rentrer dans le détail du plan. Là, évidemment, chacune de ces lignes que vous voyez ici sont des éléments qui sont constitutifs du variable de Trevor sur cette période-là. C'est propre à chaque organisation et c'est 100% flexible. Si vous avez une composante de marge sur de commission sur les marges, vous pouvez l'intégrer. Si vous avez une commission sur les ventes, vous pouvez vraiment faire la flexibilité que vous voulez. Là, on a pris un exemple assez classique où il y a notamment un accélérateur. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de l'accélération, mais en gros, c'est une mécanique très simple d'incentive des forces commerciales qui est de dire vous avez un objectif. Si vous faites plus que votre objectif, vous allez avoir une meilleure rémunération sur les opportunités additionnelles que vous sécurisez sur la période de temps donnée. C'est vraiment pour inciter les commerciaux à dépasser leurs objectifs et à gagner du coup plus. Là, il se trouve qu'il a fait 147% de son objectif. Donc, il a forcément un revenu très conséquent en dessus. Et moi, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous allez aussi pouvoir avoir des ajustements qui vont être faits. Là, c'est un exemple où, à cause de Covid, l'objectif initial de 750 000 € a été revu à la baisse de 650 000 €. Eh bien, vous voyez, sur Amalia, c'est transparent, c'est clair pour tout le monde. On sait qui a fait la modification de son objectif et on peut évidemment revenir en arrière
et c'est pris en compte dans les calculs et c'est ça qui lui permet d'avoir son atteinte de 147%. Si jamais je retire et je reviens en arrière, eh bien, tout simplement, ça va recalculer avec cette fois-ci l'objectif de 750 000 euros et donc son objectif sera moindre. Donc là, c'est en train de lancer les calculs, comme vous le voyez, et on va avoir la réponse. Et donc, c'est maintenant plus que de 127%. Et donc, son variable sur cette composante-là n'est plus que de 3400. Alors, 3400, pourquoi ? Ça, c'est important aussi, c'est que c'est transparent pour tout le monde. Tout le monde peut aller zoomer pour comprendre comment est-ce que sont calculés les 3400. Et là, c'est tout simplement la traduction mathématique et ce qu'on aurait sur un fichier Excel finalement de comment a été calculé. Et on peut rentrer dans le niveau de granularité que l'on souhaite. Donc là, typiquement, si je veux comprendre le 1,3% qui est constitutif de ce calcul, je peux comprendre qu'en fait, c'est une table de correspondance qui dit que si jamais je suis entre 120 et 140%, j'ai 1,3% qui m'est attribué sur cet accélérateur-là. Voilà. Donc, on a vu ces différents éléments. On a vu qu'on pouvait commenter data point par data point. Je vous donne un exemple. On veut parler de la date de clôture de l'élément. On peut évidemment faire des ajustements et commenter spécifiquement sur cet élément-là. Est-ce que tu confirmes cette date, oui ou non? Et donc, ça fait gagner énormément de temps, énormément de boucles de mail pour les circuits de validation en fin de période. Et donc, supposons qu'on se soit mis d'accord. Eh bien, j'ai juste à cliquer ici. Là, je fige le relevé. Et là, c'est important. Pourquoi est-ce que figer le relevé est important? C'est que tout simplement, on rentre dans le domaine du comptable, la paie, et on n'a pas envie que les données passées soient modifiées par des éventuels changements qui interviendraient dans le CRM ou dans le ERP. Et donc, c'est important d'avoir un moment où on définit, voilà, ça sera comme ça. Et donc, c'est figé. Et après, potentiellement, sur les mois d'après, on pourra venir faire des régularisations si jamais il y a eu des événements qui sont survenus et qui méritent des régularisations. Je vous ai fait à peu près le tour des éléments. On voit également des petites jauges, des petits indicateurs de performance sur le temps. Alors là, il a commencé en Q4, il a pris de son poste, donc on n'a qu'un seul graphe. Mais évidemment, s'il était là depuis plus longtemps, on verrait sa progression période par période avec les pourcentages de croissance qu'il a. C'est des petits indicateurs de performance simples pour lui, pour se rappeler où il en est et ce qu'il fait mieux que les fois passées. Je reviens sur notre présentation. Je voulais vous montrer également une petite vidéo de simulation sur laquelle les équipes d'Amalia sont en train de travailler. On va permettre aux forces commerciales de venir jouer avec leur pipe commercial en cours, c'est-à-dire de simuler tout simplement qu'ils auraient closé tel deal dans telle configuration et de voir quel impact ça a sur leur performance, sur l'atteinte de leurs objectifs. Et ça, il faut bien avoir conscience que c'est quelque chose qu'ils font déjà sur des fichiers Excel à part. Et donc, on leur permet de faire ça de manière beaucoup plus fiabilisée sur un environnement beaucoup plus intuitif et leur faire du coup gagner du temps. L'autre point qui va normalement vous intéresser particulièrement et qui est également dans les tuyaux, c'est le volet de reporting. Donc là, on permet en fait aux administrateurs de venir sélectionner sur une période de temps définie des indicateurs de performance de leur choix, que ce soit sur un plan, sur une équipe ou sur un individu. Ils vont pouvoir projeter ça dans le temps. On a même prévu une catégorie personnalisée en haut à droite qui en l'occurrence, s'adaptera aux besoins spécifiques de reporting d'une organisation parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise d'avoir ses propres process de reporting. Voilà, le dernier point, c'est quand même de vous dire que vous ne serez pas les premiers à nous faire confiance. On a déjà généré plus de 2000 fiches de primes et on est en route vers 10 000 fiches de primes d'ici cet été. Et donc, on a eu l'occasion d'essuyer, entre guillemets, les plates, malgré le fait que nous ayons que 2 ans. Et pour la suite, c'est simple. On en discute, vous me contactez, Maxime Grandjean, je suis joignable sur LinkedIn, par mail à maxime@amalia.io et j'ai mis mon téléphone ici. L'idée, c'est qu'on peut commencer aussi par une POC évolutive. N'hésitez pas, si vous avez des besoins spécifiques, on en discute, on les intègre sur notre roadmap et on vous, voilà, dans un enjeu de résultat,
on vous permet de rapprocher la finance du commerce. Et puis, pour vous donner une indication de prix, parce que ça peut être un sujet pour vous, ça dépend de plein de paramètres et notamment de la nombre de licences que vous allez prendre. Évidemment, plus vous en prenez, plus on va pouvoir discuter. Mais sachez que nos prix sont entre 10 et 35 euros par licence et par mois pour les commerciaux. Et on a quelques licences administrateurs qui sont à 70 euros. Voilà, j'en ai fini. Je crois que je suis dans les 15 minutes réglementaires. Dans les temps, Maxime. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, le temps que Péric reprenne également la main pour nous présenter son écran dans le cadre de son intervention. Je vous rappelle juste qu'effectivement, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez l'occasion de le consulter en replay. Et comme l'indiquait Maxime, nos deux start-upers sont à votre disposition si vous souhaitez échanger davantage sur ces propositions de valeur qu'ils nous présentent. Voilà, donc Péric, je te laisse la main pour nous présenter OpenTime et est-ce que tu proposes autour d'OpenTime. Voilà, bonjour à tous. Donc Péric Penet, je suis aussi gérant et créateur d'une petite start-up. Donc nous, on s'appelle No Parking et notre produit principal s'appelle OpenTime. Et donc c'est un logiciel web de gestion du temps et de suivi d'activité, puisque on va permettre à l'ensemble de nos clients de donner de la valeur autant que leurs collaborateurs passent sur leurs projets, leurs activités, leurs dossiers, leurs missions. En veux-tu, en voilà du vocabulaire, chacun a le sien. Donc concrètement, comment ça se passe? On va d'abord permettre aux collaborateurs une multitude d'interfaces pour déclarer le temps qu'ils passent sur leur activité. Donc que ce soit aussi bien sur mobile que sur tablette que sur ordinateur. Et puis derrière, OpenTime va rajouter des couches pour faire circuler, pour coordonner, pour collaborer autour de ces données de temps. Voilà, et donc comme on l'a bien vu tout à l'heure, nous aussi on fait partie de la grande famille des logiciels qui essayent de casser Excel et de pallier tous les défauts qu'il y a dans cet outil souvent complexe en termes de collaboration en particulier. Donc, très simplement, on va proposer une interface de saisie du temps adaptée à chacun des collaborateurs, puisqu'on va pouvoir saisir en heures, en jours, par semaine, par mois, en dynamique, en statique, en pourcentage, tout ce que vous voulez. Et puis, eh bien, forcément, la première étape qu'on va pouvoir faire et qui fait plaisir à certains contrôleurs de gestion, c'est de pouvoir exporter tous les temps avec toutes les dimensions de projet, d'analytique, de personnes, d'équipe, tout ce que vous voulez, pour faire du contrôle dans Excel. Et au-delà de ça, donc on va permettre d'intervenir sur 3 grandes typologies de clients, des grands comptes, des PME de services, des associations, donc en gros des structures où la valeur de l'entreprise, elle est bien au niveau du temps qui est consacré. Donc, je mets un petit peu de côté le monde industriel et l'artisanat qui va, des contraintes différentes souvent en termes de matière. Donc, chez ces grands comptes-là, on va appuyer notre saisie du temps pour aider 3 domaines particuliers, les RH, le suivi de projet et un pilotage financier. Et donc, je vous propose simplement une petite matrice des typologies de clients qu'on peut avoir, des grands domaines. Et puis, on va commencer par le PABA chez des grands comptes qui ont souvent beaucoup de prestataires. Et bien, comment est-ce que je fais pour contrôler les commandes qui sont passées à mes prestataires par rapport au temps passé par les consultants externes qui bossent chez moi? Tout simplement en important les commandes. On voit ici les numéros de commandes des équipes qui me permettront après de croiser le montant de la commande tel qu'il est passé pour tel ou tel collaborateur sur telle ou telle période par rapport à la somme des temps multipliée par le taux que j'ai négocié et voir s'il y a bien une cohérence entre les deux, si pas il y a des écarts de sur- ou de sous-facturation potentiels à venir. Allez, on va passer chez les PME de service, un volet RH, une demande archi classique, pouvoir numériser les processus de demande de congé.
Alors encore plus en ce moment avec le Covid où tout le monde n'est pas forcément au bureau, les feuilles de papier qui étaient signées manuellement, qui étaient passées de main à main, voilà, tout ça c'est en train de sauter à grande vitesse et donc OpenTime permet à chaque collaborateur de faire sa demande de congé, de la faire valider, confirmer par la chaîne hiérarchique et de la retrouver dans son planning des temps pré-saisi, puisque forcément, il n'aura pas à saisir quand il est en congé. On gère aussi au passage tous les compteurs annuels, trimestriels, RTT, congés payés et tout, les comptes épargne-temps, tout ce que vous pouvez imaginer de ce côté-là. Côté association, puisque on a aussi pas mal d'associations parmi nos clients qui, elles aussi, ont un grand besoin de reporting des temps qu'ils passent, typiquement pour leurs subventionneurs, puisque une association qui travaille par exemple avec la région, l'État ou bien même l'Europe va souvent recevoir une avance de 50% de sa subvention en janvier. Et pour toucher le sol en décembre, elle devra fournir un ensemble de documents prouvant qu'elle a bien travaillé par rapport à ce qui était mis dans la convention. Et donc, on va pouvoir, en faisant saisir les collaborateurs au fur et à mesure, faire autant de reporting qu'on le souhaite. Voilà, donc là, j'ai mis sur plusieurs projets, chaque projet est identifié par rapport à son subventionneur. Donc là, on est sur l'ARS, l'Agence de l'eau et la Commission européenne. Et je peux voir si j'équilibre bien mon budget et mon temps par rapport à ce qui est demandé sur ces 3 cofinanceurs. Volet RH et les grands comptes. Donc nous, on a eu une grande poussée vers le télétravail qu'on a vu arriver depuis le mois de mars. Et donc, voilà, ce qui en janvier, février était est-ce que je peux faire une demande de télétravail, c'est transformé chez certains de nos comptes en juste, je dois pouvoir déclarer si je suis en télétravail, si je suis au bureau ou si je suis en déplacement pour pouvoir faire après du contact tracing au sein de la structure le plus efficacement et le plus rapidement possible puisque je dois pouvoir distinguer qui était présent dans le même bureau à un instant T. Et donc là, voilà, l'interface où chacun, en plus de la saisie des temps qui est effectuée, je déclare où est-ce que je suis présent physiquement pour faire le travail. PME de service, côté financier, un basique, pouvoir suivre la rentabilité affaire par affaire, puisque sur chaque mission, je vais pouvoir déclarer le temps que j'ai prévu, typiquement le temps que j'ai mis dans le budget ou le temps que mon client a signé sur un devis. Et je vais pouvoir suivre en fonction des déclarations des uns et des autres. Le chiffre d'affaires réel, est-ce qu'on va l'atteindre, le dépasser, les coûts, ma marge. Et donc là, voilà, je peux identifier directement au premier coup d'œil que la refonte stratégique pour un travail 2021, c'est peut-être pas encore la peine de trop se creuser la tête dessus. On est bien dans les clous. Par contre, le périmètre export, on a déjà outrepassé les temps qui étaient prévus. Donc, on a réussi à faire un petit avenant pour aller grappiller 1 000 € en plus. Mais bon, il va falloir serrer les clous assez vite pour pas trop déraper. Côté association, suivi de projet, on peut proposer des notions de plan de charge. Donc, le plan de charge permet à une structure et à une personne en particulier de planifier sur les mois à venir le temps qu'il devra consacrer à chacune de ses missions. Donc, voilà que j'ai sur la mission santé-école, j'ai 3 projets que je dois pouvoir planifier. Donc, je vais pouvoir mettre à chaque fois 17 jours que je décale au fur et à mesure d'un mois. Sauf que l'ensemble de ces données-là, elles vont se compléter avec les absences, puisque les absences viennent de me prendre des jours dans mon planning prévisionnel et ils ne sont pas forcément synchronisés entre un chef de projet et puis une équipe RH qui valide tout. Et donc, je vais pouvoir identifier voilà, que mon projet Addictologie 2021 sur le mois de juin, il va falloir que je le décale un petit peu parce que je n'ai pas l'ensemble des jours pour le réaliser. Et donc, est-ce que je l'affecte à quelqu'un d'autre? Est-ce que je le décale dans le temps? Ou voilà, est-ce que j'en discute avec mon client? Et ça, 3 mois à l'avance, ça peut souvent être important.
Hop, je continue chez les grands comptes. En termes de pilotage financier, je vais tout simplement pouvoir répartir l'ensemble de mon service IT par BU et donc d'avoir un tableau de bord. Voilà, par exemple, pour ma BU support des opérations, combien de temps a été passé par l'ensemble d'une équipe. Voilà, on voit que ça a été beaucoup consommé au mois de septembre et que la supply chain, c'était plutôt au mois de janvier qu'elle a explosé le budget temps de l'équipe IT. L'ensemble de ces données-là pouvant être bien évidemment consolidées suivant tous les axes analytiques que je pourrais avoir besoin pour être après reventilées en termes de clôture trimestrielle ou semestrielle pour bien équilibrer les comptes directement, non pas le faire au doigt mouillé sur juste prendre 30% du budget, mais bien en fonction du temps qui a été déclaré et saisi par les différentes équipes. Chez les PME de service, en termes de suite projet, on propose directement un outil de gestion de tâches. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite capture écran de comment est-ce que nous, on utilise en interne cette petite application où je vais pouvoir créer une tâche, me mettre comme référent, je me l'affecte à moi-même. Et puis après, je vais pouvoir suivre son évolution, sa validation, mettre quand est-ce que je dois avoir commencé, quand est-ce que je dois avoir terminé pour pouvoir la clôturer en bon moment, la faire valider par un tiers directement si j'ai besoin. Bien sûr, je peux rajouter des pièces jointes, etc. Et donc tout ça en fonction du référentiel projet qui est bien commun à l'ensemble des fonctionnalités. Enfin, côté association, une demande que nous, on voit régulièrement aussi, c'est des phénomènes d'annualisation du temps de travail, puisque les associations ont parfois des horaires qui sont moins standards que dans le monde du bureau, avec en particulier des AG, des assemblées générales, des CA qui ont lieu le soir, le week-end, et qui donc permettent de déclencher du temps de travail x2, x3, x4. Et donc, on va pouvoir suivre l'ensemble de ces données-là directement dans un tableau d'annualisation qui me permet de, voilà, Bartholoméo, qui lui est cadre, doit effectuer 215 jours sur l'année. Donc, là, on est début janvier, donc on est largement dans les clous. Mais voilà, je sais que d'ici la fin de l'année, il faut qu'il ait encore fait 202 jours de travail, puisqu'on a repris de l'année dernière moins 4 jours qu'il n'avait pas effectué. Et donc, je vais pouvoir suivre ça en jours, en heures, en charge manuelle, en charge automatique, en fonction des semaines types, en fonction, voilà, est-ce que c'est un cadre, est-ce qu'il n'est pas cadre, est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'il n'est pas autonome. On va pouvoir suivre tout ça directement, croiser toujours à partir des saisies qu'on passe sur le projet. Voilà, donc OpenTime, je vous ai fait un bref aperçu de certaines fonctionnalités que je pense être les plus intéressantes par rapport à vos profils financiers et RH. Donc, c'est un logiciel full SaaS. On propose aussi une application native compagnon pour iPhone et Android qui permet de faire la saisie quand on est en distanciel ou existant. Et après, donc petite particularité, donc nous, si bien startup, on existe quand même depuis plus de 10 ans. Et donc, l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai montrées, c'est qu'un échantillon de ce qu'on a en magasin, puisqu'on a plus de 200 paramètres avec des notions de planning, de congé, de notes de frais dont je n'ai pas parlé, de tickets restaurant dont je n'ai pas parlé, de gestion de contact, de facturation de devis dont je n'ai pas parlé. Voilà. Donc, il y a un ensemble de modules qui s'articulent les uns avec les autres, qui permet d'enrichir au fur et à mesure en fonction des usages, qui vont toujours le plus simple, je déclare les temps, j'exporte un Excel, au plus compliqué, je court-circuite Excel et puis je construis une plateforme collaborative avec l'ensemble de mes équipes pour que chacun y retrouve ce dont il a besoin. On est capable de s'interfacer, donc voilà, nous aussi maintenant c'est devenu un petit peu le standard, hein. On parle beaucoup de collaboration entre équipes d'opérationnels, mais on parle aussi de collaboration entre logiciels. Et donc, on peut s'authentifier avec un URL d'app, des outils, des protocoles, SAML, OAuth.
On a un ensemble d'API qu'on peut consommer ou produire, GraphQL, REST, les exports et les imports qui peuvent s'effectuer sur tous les fichiers standards du marché, hein, Excel, TXT, CSV, PDF. Et puis des logiciels métiers plus verticaux, plus classiques. Donc nous, au niveau des logiciels RH, on va plutôt aller vers Sage, Cegid, vers Kipay et d'autres. Et puis des ERP, SAP, Microsoft Dynamics, c'est pas Dynamics. Voilà, en 10 ans, on a réussi à convaincre plus de 120 clients, des grands comptes, hein, Veolia, GRDF, Engie, La Poste, Conforama, Printemps. Au niveau des PME de service, on va retrouver des métiers très différents, architecte, cabinet. Alors, cabinet, ça peut être expertise comptable, avocat, management, conseils divers et variés. Les entreprises de services en mode numérique, les petites SS2I ou les moyennes SS2I. Et puis, donc, j'en ai précisé tout à l'heure, on travaille beaucoup avec des associations dans les domaines de la pêche, de la santé, de l'écologie, de l'accompagnement au travail. Voilà, on travaille d'ateliers protégés, par exemple. Donc, nos coordonnées, opentime.fr pour déclencher une petite démo. On vous recontactera directement. Voilà, donc il y a un numéro standard où Ophélie, qui s'occupe du support, sera ravie de vous accueillir au téléphone aussi. Et si vous voulez échanger avec moi, voilà, peric@noparking.net, c'est ma boîte mail classique. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour les questions dans les 10-15 minutes qui nous restent à passer ensemble. Oui, tout à fait. Merci, Peric. Donc, effectivement, vous avez entendu la présentation donc, de nos deux start-upers, Amalia et OpenTime. Alors, je sais que de notre côté, Cédric a une ou deux questions à poser. Mais voilà, avant, je vais quand même m'adresser à vous qui nous écoutez, qui avez entendu ces deux présentations. N'hésitez pas à poser vos questions, soit en direct, on vous donne le micro, ou alors à les poser sur le chat. Et puis voilà, Cédric, à la limite, je te laisse peut-être poser la première question, ce qui incitera et ce qui donnera peut-être envie aux autres de poser leurs questions ou leurs remarques. Donc, moi, je vole une première question puisque je pense que Émilie Bertincourt, à qui j'ai adressé un message, qui m'en a adressé un premier, pose une question directement à Maxime pour savoir globalement combien de temps il faut pour s'onboarder sur la solution et de quel accompagnement on peut bénéficier sur le terme et tout au long du déploiement de la solution. Merci du coup, Émilie, pour la question. C'est une très bonne question parce que c'est important pour nous de confirmer qu'on n'est pas simplement un logiciel, on est aussi une équipe d'experts sur des plans de rémunération qui accompagnent les clients qui nous font confiance pour, encore une fois, un enjeu de résultat. Et donc, il y a une véritable équipe de consultants en interne qui sont là pour la satisfaction de nos clients. Ça, c'est le premier point, c'est l'engagement humain. Sur la question de la durée de setup, ça dépend, c'est un travail qu'on fait à deux, hein, puisque globalement, le client et nous, bien sûr, puisque globalement, on va d'abord s'assurer que sur le passé, donc on va regarder l'historique des rémunérations variables et on va faire mouliner nos modélisations et on va s'assurer qu'on retombe sur les bons chiffres. Donc, il y a un travail de réconciliation qu'on fait avant de partir en production pour être sur du temps réel sur toute l'équipe en live. Et donc, cette étape de réconciliation, elle est donnant-donnant avec les équipes clients, les acheteurs, et les personnes compétentes chez le client. Et ça, en moyenne, ça dépend de la taille de votre organisation. Mais aujourd'hui, en moyenne, on met 3 semaines pour vous livrer les choses, le temps de se synchroniser. Il y a des clients qu'on onboard en 3 jours parce qu'ils sont extrêmement réactifs et extrêmement motivés pour que ce soit prêt. Et nous, on met les moyens de l'autre côté. Et il y a des clients pour qui ça peut prendre 3 mois parce que le projet a une certaine priorisation et qui fait que ça s'étale un peu dans le temps. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais voilà pour les éléments, Émilie. J'ai une question aussi pour Maxime. Oui. Est-ce que donc le système
qui consiste donc à incentiver les commerciaux en fonction des primes. Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse s'adosser à un système de stock option? C'est-à-dire que ton mode SaaS serve de pilotage, en gros, de stock option en fonction des performances, soit individuelles, soit collectives, de l'entité. Alors, c'est une très très bonne question parce que ça invite à une démarche plus globale, c'est comment est-ce qu'on engage les équipes. Et il y a plein d'outils différents et il y a évidemment des outils capitalistiques de stock option qui permettent d'engager les collaborateurs sur du temps long. Nous, pour l'instant, on est concentré sur du temps court. Les forces commerciales, elles ont des cycles d'apprentissage et des cycles itératifs qui sont, en l'occurrence, où il faut rapprocher le plus précisément possible l'effort additionnel, donc l'appel de plus que je vais faire à 19h32 et que je n'aurais pas fait si je n'étais pas motivé par rapport à ma prime. Cette récompense-là, elle se travaille avec un outil qui s'appelle la rémunération variable et qui doit être relativement proche du moment où l'effort additionnel est effectué. Donc, les stock options, c'est un très bon outil, mais c'est sur du temps long. C'est plus pour éviter du turnover dans les équipes et faire en sorte que les gens de fort potentiel restent dans le temps long sur l'organisation. Ok, merci. Alors pour compléter cette question de Jean-Louis, ça pourrait quand même être la gestion d'une forme de prévisionnel et d'indicateurs clés pour les RH dans leur politique de fidélisation de la population commerciale. On a dans les indicateurs de performance des fonctions RH des indicateurs dits RH liés effectivement au comportement des collaborateurs, la gestion du turnover, la gestion de l'absentéisme, etc. On a des indicateurs dits de performance RH, c'est-à-dire mes performances dans mon recrutement, etc. Donc, sur ce premier pilier, j'étais en train de réfléchir à haute voix et de me dire, effectivement, ça doit, j'imagine, Maxime, pouvoir vous donner des idées dans l'accompagnement des DRH sur cette logique-là. Et ma question faisant, au niveau des prescripteurs aujourd'hui sur la solution Amalia, on est plutôt sur des DRH, des directeurs commerciaux ou des directions finances? Alors aujourd'hui, on est sur… Quand un projet se déploie… Ceux qui signent les contrats, ceux qui nous payent, pour l'instant, ce sont les directeurs financiers. Les directeurs financiers, ils ont identifié le fait que leur processus de calcul de variables n'était pas fiabilisé suffisamment et ils sont contents d'outiller l'organisation pour apporter cette fiabilité manquante. La fiabilité, elle peut s'avérer comptablement importante parce que toutes les erreurs qui sont commises dans ces ajustements dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire que en fait, la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes, eh bien, l'épaisseur du trait, ça peut représenter jusqu'à 1-2% du montant total du variable qui est versé sur une organisation. Et donc, si vous êtes sur une large organisation, c'est des montants qui sont très significatifs. Donc, apporter de la rationalisation et des procédures pour s'assurer que ce soit plus fiabilisé est essentiel. Et je rebondis du coup aussi sur la question de Jean-Louis, parce que en fait, en y réfléchissant, on peut tout à fait le faire dès aujourd'hui, puisqu'on est capable d'intégrer sur l'histoire des stock options, on est capable d'intégrer des sources de données de type cours de bourse. On peut intégrer des données confidentielles qui sont le nombre de stock options par collaborateur et on peut le restituer en visibilité sur le relevé, puisque sur le relevé, on n'est pas obligé de mettre des éléments contributifs du variable, mais on peut aussi mettre des indicateurs de performance. Et ça serait du coup une manière de présenter. Donc, en fait, pour répondre, Jean-Louis, on est capable de le faire. C'est juste que je ne m'étais pas posé la question jusqu'à présent. On n'avait pas rencontré le cas. Oui, en management du stock option ou même de l'intéressement, de la participation d'ailleurs. Oui, tout à fait. Par contre, aujourd'hui, également, on l'avait évoqué lorsqu'on préparait ce webinaire, comment ça s'inscrit assez strictement, ou pas d'ailleurs, dans l'architecture système transactionnel des sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans ces notions d'input et output, est-ce que je viens me connecter évidemment au SIRH pour récolter
les codes et les nomenclatures de ma population commerciale, avec d'autres indicateurs qui sont des éléments de contrat également. Et ensuite, évidemment, j'imagine que je viens me déverser dans la paye, dans les éléments de paye, et je reviens effectivement sur le logiciel de paye de l'environnement et de l'architecture SIRH, avec, j'imagine également, des relations avec les ERP, etc., etc. Comment ça se combine? Et d'ailleurs, pour compléter la réponse, et ta réponse, Maxime, comment ensuite les RH viennent un peu et le commercial vient se greffer à ce projet quand même, hein, qui est un projet de confiance par rapport aux données, qui est un projet de certification des règles de validation du variable, comme tu l'as dit, qui est un enjeu majeur. Donc, globalement, comment ça s'inscrit? Alors, sur la connectique pure, ça, c'est c'est le projet qu'on va construire avec le client. Plus il est capable de nous donner des portes d'entrée sur ces différentes composantes de data, plus nous, on va pouvoir faire des choses qui vont être automatisées. S'ils nous permettent effectivement d'accéder au registre des collaborateurs, on va pouvoir automatiser les entrées, les sorties, les noms des collaborateurs, etc. Si par contre, ils ne nous donnent pas accès à ça, eh bien, ça sera saisi manuellement dans Amalia pour que les calculs soient effectués. Donc, on est en hybride, on s'adapte à quelle que soit la configuration. Évidemment, le plus on est connecté, le plus on va pouvoir automatiser et donc apporter ce qu'on a du temps réel, c'est-à-dire de la restitution en temps réel de la performance commerciale et de manière automatisée. Donc voilà pour la partie connectique. Et concernant l'aspect certification et la capacité à onboarder les différents éléments d'une équipe sur Amalia, eh bien, les forces commerciales, elles sont ravies parce qu'elles ont une fiche de paie, une fiche de prime qui est interactive et sur lequel elles peuvent avoir le niveau de granularité qu'elles veulent pour avoir des réponses et sur lequel elles peuvent collaborer et donner des messages si jamais il y a des malentendus. Donc, elles, ça leur apporte de la transparence, c'est quand même un enjeu majeur pour elles puisque ça les concerne directement sur combien elles vont toucher à la fin de la période. Donc, en général, il n'y a aucun sujet d'adoption sur les forces commerciales parce que ça fait un avant-après qui est bien meilleur. Sur les équipes… Maxime, je suis obligée de te pardon. couper, enfin en tout cas de te demander de finir et de conclure très vite pour sur les équipes répondre à cette question. Il nous reste moins 5 minutes. D'accord. Sur les équipes de paie et d'administration, on les accueille en onboarding. Comme je disais, on a une équipe de customer support qui est très importante et donc on fait en sorte qu'elles aient 100% de leur satisfaction sur leurs problématiques métiers, tout simplement. Alors, pour les 5 dernières minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a une question pour Péric? Je crois qu'il y en avait une de ton côté, Cédric, ou je me trompe peut-être? Non, alors effectivement, alors Péric, c'est plus, moi j'ai toujours plus des remarques vis-à-vis de ceux qui ont été à l'écoute, hein. J'ai tendance à dire que sur Maxime, on répond vraiment strictement à un enjeu qui est majeur dans les sociétés, qui est cette notion de variable. Alors on peut les avoir sur les commerciaux, qui est une population importante avec des exigences nombreuses. Et puis, de dire qu'effectivement, la solution de Péric, OpenTime, répond également à des enjeux de pilotage de la performance autour justement des temps, comme l'a dit Péric. Donc, c'est bien confirmé qu'on répond à des usages métiers et à des attentes au cœur des entreprises qui sont fondamentales. Ensuite, on pourra poser à un moment donné la question de dire, mais finalement, ces solutions pure player, est-ce qu'elles sont aujourd'hui concurrencées, on peut poser la question à Maxime, mais aussi à Péric, par des solutions dites CPM, de planification ou autres, où je viens modéliser ce que vous faites effectivement en qualité de pure player dans votre propre activité. C'est-à-dire qu'on essaye de faire ce que fait Maxime, mais dans un outil un peu blanc, un peu à feuille blanche, et je viens essayer effectivement de reproduire tout ça. Voilà. Ouais, alors ça, sur cette question-là, j'ai un enjeu de réponse assez évident parce que ça nous a déjà arrivé plusieurs fois, 2 fois en l'occurrence, là j'ai vraiment l'exemple en tête et je sais la raison précise pourquoi est-ce que après avoir choisi une solution entre guillemets blanche qui permet de faire la modélisation, des clients sont revenus vers nous en disant en fait on va vous prendre vous quand même. Il y a un premier niveau de réponse qui est le terme de performance.
C'est bête, mais souvent, ces outils-là, dès qu'on commence à mettre beaucoup de données, comme les couches basses, vraiment au niveau du schéma base de données, c'est quelque chose de très souple, on arrive vite avec 10 000, 20 000, 100 000 lignes et hop, ça prend 1 seconde, 10 secondes, 100 secondes et à 100 secondes, c'est plus utilisable. Donc, ce qui était rapide avec 10 lignes devient un petit peu lent, mais acceptable avec 100 000 et avec 10 000, c'est juste plus possible. Alors que nous, toutes ces questions-là, comme elles sont optimisées sur des schémas, on a des clients, on a 10 ans de données pour 1000 collaborateurs et ça roule toujours aussi vite puisqu'on a réussi à mettre ce qu'on appelle chez nous les index, les relations qui vont bien pour optimiser ça. Donc, il y a un volet vraiment performance qui n'est pas négligeable. Et puis après, le deuxième volet, c'est en termes de confort d'utilisation. Puisqu'on va être capable d'avoir des interfaces qui vont mettre le bouton temps plus grand que les autres boutons, alors que sur une interface entre guillemets blanche que j'ai construite à la main, tous les sites d'interaction ils sont au même niveau, puisqu'il n'y a pas encore assez d'intelligence pour savoir quel bouton doit être un peu plus gros que les autres, ou un peu moins gros, ou un peu plus bas, ou un peu plus haut, juste parce qu'il soit plus ergonomique de le mettre comme ça, des efforts que nous, on fait au quotidien depuis 10 ans à l'écoute de nos clients. Donc, et après, on parle d'interface blanche quand on construit tout à la volée, mais il faut savoir que par exemple dans OpenTime, des outils, enfin des interfaces de saisie de temps, qui est vraiment le cœur du système sur lequel on doit commencer, bah, nous, on a maintenant plus d'une quinzaine d'interfaces différentes où je peux, avec une case à cocher, dire que telle équipe, elles ont besoin de saisir un commentaire sur le temps, alors que telle autre équipe, les commerciaux par exemple, parce qu'on parlait de tout à l'heure, ils ont juste besoin de saisir un pourcentage de temps par mois. Et peu importe, parce que de toute façon, on ne va pas aller tracer au jour le jour ce qu'ils font. Et donc, je peux avoir une interface extrêmement précise, jour par jour, mission par mission, type de tâche, commentaire pour les populations techniques et pour les populations commerciales, 4 boutons, leurs 4 clients principaux, et je mets un pourcentage de temps, et automatiquement, on va savoir que tel commercial bosse à temps partiel, donc ça fait tel temps précisément, et tel autre, il est à 35 heures semaine classique, et puis voilà. Voilà. Mais juste pour terminer, si tu me permets, Jean-Louis, Erika, c'est deux questions qui sont majeures lorsqu'on gère des projets d'intégration dans une architecture globale et qui sont bien évoquées par Péric, mais je pense que Maxime aurait apporté exactement la même réponse, qui sont des enjeux de performance, évidemment, et qui sont des enjeux de prise en main utilisateur. Et de la manière, aujourd'hui on parle de collaboratif et de contributif, c'est-à-dire qu'on va mettre les données et les éléments de gestion de la performance à tous les niveaux de l'entreprise. Et il s'agit d'avoir à disposition des outils. Alors évidemment, tout le monde n'aura pas le statut d'administrateur, tout le monde n'aura pas le statut de builder, il y aura beaucoup de users, mais ces enjeux-là, on les voit, du management, de l'accompagnement au changement, ils sont fondamentaux et c'est vrai que lorsqu'on a affaire à ici players qui sont véritablement, alors je vais parler de niche, qui sont orientés, focusés sur nous, on fait ça et on veut faire ça et on se concentre sur ça et qui ne sont pas dans une notion de diversification, est à mon sens majeur, si je peux me permettre en tout cas d'insister sur ce point-là. Voilà. Ouais, alors pour l'anecdote, on a 3 ou 4 clients qui ont utilisé OpenTime pour mettre en place leur système de RP, tellement il était complexe, tellement c'est des projets qui prennent 2 ans. Là où en termes de onboarding, voilà, nous, ça peut, voilà, un peu comme Maxime, les plus longs, vraiment, quand on fait traîner, qu'on fait un pilote et qu'on a 2 équipes, c'est-à-dire 3 mois, mais sinon, en 3 jours, on est capable d'onboarder n'importe quelle équipe dans OpenTime. On comprend vraiment là votre force sur ces parties de délai, d'intervention et de durée. Ouais. Merci encore à vous deux, Maxime, Péric, pour cette présentation. Et merci à vous. On va lancer, on vous retient encore 30 secondes. Alors, je parle à tout le monde. On lance un sondage. Votre avis nous intéresse évidemment pour ce webinaire. Donc voilà, merci d'y répondre pour ces 30 dernières secondes. Et puis ensuite, on vous laissera déjeuner tranquillement. Si vous pouviez répondre au sondage, c'est important pour nous.
encore un petit effort. OK. Je vais clôturer le sondage. Et voici. Voilà. Donc, merci de vos réponses. On a tenu les délais. Oui. Et donc, rendez-vous dans un mois sur une nouvelle thématique qui est Decisional Data. Hein. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à contacter Maxime ou Péric si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur leurs solutions ou éventuellement des démonstrations vis-à-vis de vos clients, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues aussi là, ou si vous êtes client en direct. Voilà. Cédric, merci. Merci. Merci à vous, bonne continuation. On se dit à la prochaine fois. Oui. À la prochaine. Ouais. Merci. Au revoir. À très bientôt. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.